Alexis Nicolas, bonjour. Bonjour, enchanté. Ça fait vraiment plaisir parce que là, invaincu, champion du One. Et là, on va faire un petit peu le point sur toute ta vie, ton œuvre, ta carrière. Parce que c'est vrai que là, les gens, on va dire, le public mainstream te découvre. Est-ce que la situation que tu as aujourd'hui, c'est celle dont tu as toujours rêvé? C'est, c'est en voie d'être la situation dont j'ai toujours rêvé. Je suis un boxeur qui est très ambitieux, très déterminé et qui a toujours énormément bossé. Donc forcément, ce qui m'arrive, pour moi, ça me paraît logique et légitime. Maintenant, j'aspire à faire encore plus grand. J'ai que 25 ans, je peux pas me reposer sur ça. Ça C'est veut dire encore, quoi, plus grand? déjà défendre la ceinture. Ce que j'ai fait, c'est historique, c'est légendaire. D'être le premier champion du World Championship, j'ai clairement marqué mon histoire. Mais c'est nul si l'histoire elle s'arrête à 25 ans, tu vois. Mhm. J'espère boxer encore pour 10 ans. J'ai énormément de projets en tête et voilà où j'en suis actuellement. Et le fait d'avoir déjà d'autres projets en tête alors que t'es pas au début de ta carrière, parce que quand même tu as déjà une expérience, comment tu fais pour faire la part des choses aussi et pas te laisser avoir par le lifestyle? Parce que j'imagine Ouais. qu'aujourd'hui tu as aussi toutes les tentations qu'il n'y avait peut-être pas avant. Selon moi, je suis à la moitié de ma carrière. Ça fait quand même 12 ans que je boxe. J'ai commencé à 14 ans et je vais sur mes 26 ans. Mais ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai toujours eu ce côté où j'ai envie de faire parler de moi pas que par mon sport. Si je fais parler de moi, c'est parce que déjà depuis tout petit, je poste des vidéos. C'était mal vu au début, hein. C'était mal vu. J'ai dû même faire semblant que c'était un de mes meilleurs amis à moi qui faisait mes montages pour pouvoir les poster, pour pas passer pour quelqu'un de prétentieux. Mais c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui et ce qui fait que je gère si bien les montages vidéo, parce que c'est moi qui fais la part de mes montages avec mon vidéaste. Et c'est important. Sans ça, tu mets un KO dans une salle à 500 personnes, personne n'entend parler de toi. C'est important de se développer et le côté lifestyle, c'est pareil. J'aime là ça. Pourquoi cacher ma personnalité pourquoi me limiter simplement à être un boxeur? Je suis un être humain avant tout et je suis ce que je suis. Et quand tu dis la mentalité, c'est, enfin, le côté de pas être prétentieux, c'est quoi pour toi? C'est cette mentalité un peu française où il faut quand même être assez Mhm. humble et t'aurais pas préféré, mais je veux dire, il y a aussi le côté américain où j'avais vu tes interviews où justement McGregor t'aime bien, tout ça. Mhm. Tu préfères cet état d'esprit-là? Non, j'aime les gens qui réussissent. Enfin, j'aime les gens, pas forcément les gens qui réussissent, mais les gens qui se donnent les moyens de réussir. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un de prétentieux, quelqu'un d'humble, peu importe, j'ai énormément de sources d'inspiration et de modèles. Mais moi, ma mentalité, c'est tout droit. En gros, depuis tout petit, j'ai toujours commencé tout droit. C'est un état d'esprit, comme je dis, qui est un peu utopique dans le sens où quand tu dis tout droit, en réalité, c'est faux. Il y a eu des hauts et des bas et je suis bien passé pour le savoir. J'ai vécu des blessures, j'ai vécu plein de choses. Mais dans la finalité, c'est tout droit. Là où je voulais être il y a 12 ans, j'y suis aujourd'hui. Donc même s'il y a eu des montagnes russes, au final, on est arrivé. Et la mentalité française, non, je pense qu'il faut être droit dans ses bottes, être en phase avec soi-même. Ce que je revendique sur les réseaux ou ce que je suis sur les réseaux, c'est ce que je suis dans mon quotidien. Donc à partir de là, quand tu es ce que tu es, est-ce que ça t'importe vraiment de plaire ou ne pas plaire? T'es toi-même. Comment est-ce que tu veux faire mieux? Et il y en a beaucoup qui disent que dans les sports de combat, c'est là qu'on vit les hauts les plus hauts, les bas les plus bas. Tu parlais de Mm. tes bas, qu'est-ce qu'il y a eu en particulier quand tu dis que tu as traversé des choses? Pour commencer, avant même d'être boxeur, dans ma vie personnelle, moi j'ai vécu des choses très très compliquées. J'ai connu la violence de par mes figures paternelles, comme je l'ai dit dans des interviews précédentes. Hum, j'ai vu voilà, le fait de ne pas être aisé, le fait de manquer d'argent, le fait de ne pas avoir confiance en soi. Moi j'étais un garçon, j'étais pas un mannequin, je plaisais pas forcément. J'étais très introverti, aucune confiance en moi parce que j'ai été beaucoup rabaissé étant plus jeune. Et ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, moi, c'est ma mère parce qu'elle a toujours cru en moi, elle m'a toujours boosté et j'avais pas de figure masculine. Tu vois, moi, ma mère, elle est d'origine algérienne, adoptée par des parents français. Donc, et mon père, j'ai pas grandi avec lui. Tu vois, limite, c'est comme si j'avais pas de famille quand j'étais petit, donc j'avais aucun repère, aucun modèle. Et quand tu es jeune et que tu dois te construire seul, c'est très compliqué de s'affirmer. Et comment t'as fait pour t'affirmer et devenir l'homme que La t'es là? boxe. La boxe a sauvé ma vie. C'est, c'est la boxe qui fait ce que je suis aujourd'hui. Sans ça, j'aurais probablement jamais pu m'en sortir de la sorte. J'ai toujours été un petit garçon assez malin, assez smart, mais perdu plutôt. Donc ça fait que le fait d'avoir rencontré des personnes avec une famille, en fait, la boxe, ça m'a offert une famille dans un premier temps. Ça m'a permis de m'épanouir, de grandir. Et je suis tellement heureux d'être ce que je suis aujourd'hui, sachant en fait d'où je viens. Et c'est incroyable. Et comment t'as débuté en boxe? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu te dis,
soit toi ou des proches qui t'ont mis à ce sport? Du coup, j'ai commencé seul, j'ai jamais fait de sport. Comme je te disais, j'étais un peu rond, un peu en léger surpoids. J'étais pas gros, mais j'avais pas confiance en moi, donc je me sentais pas très bien. Et ce qui a fait que je me suis dirigé vers la boxe, c'est aussi les facteurs, donc ce qui se passait chez moi, cette violence physique et morale, ces difficultés à m'épanouir. Le fait qu'aussi, je viens d'un quartier, donc forcément, dans mon éducation, ma mère évitait de me laisser sortir pour éviter tous les vices de la rue. Et un jour, en discutant avec deux amis à moi que je remercierai toujours, donc gros big up à Marin et Khalil, franchement, je dis jamais leur nom, mais aujourd'hui, j'ai envie de le dire. On parlait dans la cour de récréation au collège et j'avais juste besoin de passer du temps avec des amis et sortir de chez moi et pas rester dans le quartier. Et ce qui s'est passé, c'est que je les ai suivis dans le club dans lequel j'ai commencé, le Copieur sportif. Et c'est là que l'aventure a commencé. Mes premiers entraînements, c'était un cauchemar, mais un kiff en même temps, parce que j'avais jamais fait aucun effort physique et sportif. Et c'était magnifique de pouvoir me surpasser, rencontrer des gens. Il y avait des filles, des garçons, mais on partageait tous, je dirais pas à ce moment-là une passion, mais cette envie de se surpasser. On aimait souffrir, on aimait se mettre des patates. En vrai, c'était... Mais moi, j'ai commencé par l'assaut. Donc, on a dû apprendre à toucher avant de frapper. Et il n'y a rien de plus fort qu'un homme qu'un boxeur qui arrive à battre son adversaire sans avoir besoin de mettre la force. Et c'est ce qui fait mon style de boxe aujourd'hui. Donc tout ce qui se passe pour moi, c'est une continuité très très simple. Et quand quand je fais une petite introspection sur moi-même, grâce à ces interviews, ce qui m'arrive en même temps, c'est top. Ça me permet de réaliser pourquoi je suis comme ça et qui je suis. Et avec ta mère, est-ce que c'était facile de lui dire bon bah là j'ai trouvé un peu ma vocation? Parce que c'est vrai que pour les parents, moi je sais que par exemple ma mère n'a jamais voulu que je fasse de sport où il y avait justement, j'ai fait du judo, tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, dès qu'il fallait mettre des coups, elle était non, je t'ai pas éduqué, pris soin de toi pour que tu te prennes des coups dans la figure. Moi, ma mère, j'ai l'impression que c'est vraiment une malade quand j'y pense. Parce qu'elle a tout de suite... si tu veux, comme je te disais, on n'a pas roulé sur l'or. Donc, mais j'ai jamais manqué de rien. C'est ça qui est dingue, c'est que j'ai jamais roulé sur l'or. Mais j'ai toujours eu un frigo plein, ou du moins de manière... J'ai jamais sauté des repas. Non, tu vois, je pourrais jamais dire ça. Je me suis toujours habillé correctement. Mais c'est vrai que j'avais conscience que voilà, je roulais pas sur l'or. Et forcément, il fallait payer une adhésion pour la boxe. Et j'en ai parlé à ma mère. Et j'ai cette image d'elle qui me dit « Ah, tu vas faire de la boxe? Tu t'inscris quand ?» Et je lui ai dit, elle a fait le chèque sans réfléchir. Et c'était quand même un chèque de 350 euros ou 400 euros. Et j'avais conscience déjà à quel point c'était une somme colossale pour moi. Elle l'a fait. Et à partir de là, pour moi, j'avais ce pacte-là et on me demande pourquoi tu as été discipliné si tôt. Mais j'avais un pacte vis-à-vis de ma mère. En gros, c'est elle a payé, on y va, gros. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Et c'était incroyable. C'est ça. Et moi, ma mère, on a commencé du coup par l'assaut. Donc tout s'est fait progressivement. J'aurais jamais imaginé, moi, être champion du monde. Non, j'ai m'épanouissais avec mes amis dans les premières années. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc on n'a pas eu l'appréhension des coups, de la puissance. On se touchait, c'était vraiment du toucher. Pas de KO. Et après, petit à petit, c'est aller vers la violence. C'est aller vers la violence. Et c'est quelque chose, justement, cette relation avec la violence, mais la sportive, à quel moment est-ce que tu apprivoises ça et tu te dis j'aime cet environnement? Au début, je faisais pas trop de parallèle entre ma vie personnelle et ce que j'avais vécu et la discipline sportive. Je faisais pas trop de parallèle à ça. C'était un exutoire pour moi. C'était pas forcément ma manière ma thérapie. Et puis en grandissant, enfin quand j'ai commencé à vraiment progresser, avoir conscience que là, c'était mon mode de vie. Je m'entraînais énormément, je faisais beaucoup plus que la moyenne des jeunes. J'étais très discipliné et c'est là que je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. J'ai commencé les compétitions assez tôt, au bout d'1 an et demi après ma première inscription, toujours par l'assaut. Puis me suis rendu compte que le fait de boxer, de prendre des coups, d'en donner, ça faisait ressortir quelque chose en moi. Et en fait, c'est là où j'ai fait ce parallèle avec ce que j'avais vécu, cette violence, le fait de ne pas devoir se laisser faire, le fait de me rendre compte qu'il y avait moyen de vivre de ce sport et sortir ma famille de la galère, entre guillemets, et les rendre fiers. Et c'est là où j'ai fait le parallèle et que j'ai apprivoisé un petit peu cette rage en moi parce que j'avais une grosse rage et j'étais très, très, très nerveux, très impulsif vis-à-vis de ça. Et la première fois que tu as mis un KO, pas chez les pros, mais en sparring, tu vois, est-ce que tu as eu aussi une révélation par rapport à toi, tu vois? Non, la sensation du KO, c'est... bon, ça fait kiffer. Ça fait kiffer de temps en temps, mais ça dépend parce que pour moi, c'est important de prendre soin de ses sparring partenaires. C'est eux qui vont te permettre de progresser. Si tu respectes pas tes sparring, que tu les tapes et qu'ils n'ont plus envie de boxer avec toi, tu vas vite te retrouver seul. Donc,
J'ai toujours été accompagné de sparring qui étaient comme ma famille. Donc on fait des sparring de fou là actuellement, par exemple avec Elias Mamoudi, c'est des vidéos qui tournent. Mais parce qu'on veut se tirer vers le haut et se faire progresser. Le jour où je mettrai un KO à Elias dramatique ou en sparring, j'arrêterai le sparring automatiquement parce que c'est pas ce que je veux. Mais on atteint un tel niveau, Elias et moi, que c'est compliqué pour nous de se mettre KO parce que c'est très très fort. C'est un des niveaux le plus. C'est le top mondial en réalité ce qui se passe. Donc les sparring que vous voyez, c'est compliqué pour lui de me toucher et moi compliqué pour moi de le toucher. Et donc, quand donc là, tu progresses dans les sports de combat, à quel moment tu te dis, bon bah là, va peut-être falloir que soit j'en fasse mon métier, mais ça va faire partie intégrante de ma vie ou ça va être ma priorité? Alors c'est devenu ma priorité assez tôt. J'ai dû partir en centre de formation, on appelle ça un CREPS. C'est un peu comme l'INSEP mais régional, donc c'est inférieur. Je suis parti à Châtenay-Malabry dans le 92 pendant 1 an. Ce centre a fermé et pendant 2 à 3 ans, je suis parti donc au Pôle France de Toulouse, dans Savate Boxe Française. C'est là-bas, à côté, je faisais encore mes études. Donc moi, mes journées elles ressemblaient à du... J'allais à la fac, je crois que je m'entraînais à 10h. J'allais à la fac de 8h à 10h, je m'entraînais à 11h ou quelque chose comme ça. Mais c'était du non-stop et j'ai toujours continué comme ça aussi avec le travail. Mon emploi du temps, c'était du 10h midi, entraînement, 13h, 17h, travail et 18h, 20h, entraînement. Donc ma vie, elle a été vraiment forgée par ce mode de vie-là à ne pas s'arrêter. Donc j'ai dû partir en centre de formation à Toulouse. Et c'est là que ma vie a pris un tournant. J'étais encore à la fac. J'ai validé ma formation STAPS, etc. Puis j'ai arrêté. J'ai arrêté sur un coup de tête parce qu'en fait, je voulais faire que ça. Je voulais faire que ça. J'étais seul, loin de tout. Et c'est là où j'ai été pour la première fois champion de France et champion du monde de boxe française. Puis j'ai continué à me former un petit peu en tant qu'éducateur sportif, plein de choses. Je suis revenu sur Paris et c'est là où j'ai travaillé, donc comme je t'expliquais là, avec les jeunes enfants pendant plus de 7 ans. Pendant plus de 7 ans quand même. Donc c'était ton travail, ça? C'était mon travail, j'étais éducateur sportif. Et c'était très compliqué pour moi de gérer la vie personnelle et la vie sportive. Et après, tu vois, j'étais dans l'ombre. Je dirais pas que j'avais pas la reconnaissance que je méritais, mais c'est vrai qu'en vue des efforts que je faisais, c'était quand même un petit peu injuste de me dire que voilà, parce que je viens de la boxe française et parce que je viens d'une autre discipline, j'aurais jamais la visibilité que je mérite en réalité. Et voilà, c'est vraiment là depuis septembre dernier que j'ai arrêté de travailler et que je me suis concentré vraiment sur la boxe. Et en réalité, c'est un pari, c'est un investissement sur moi-même qui est plutôt rentable en réalité. Aujourd'hui, oui, mais comment tu prends cette décision-là? De te dire, bon bah là, je lâche tout pour le combat? Je pense que c'est une décision qui est propre à chacun. Pour ma part, j'ai eu la chance d'être bien entouré et conseillé. J'ai eu une famille qui a toujours cru en moi, donc pour eux c'était presque une évidence. J'avais pas de grosses charges à mes frais ou des devoirs financiers. Après j'ai toujours travaillé, donc ça fait que j'avais des sous de côté, mais j'avais pas de loyer plus que ça à payer ou des grosses charges. J'étais vraiment accompagné dans mon projet et c'est ce qui a fait que ça m'a allégé dans ce choix. Et en gros, à partir du moment où c'est pas plus que le combat, mais que tu peux t'investir pleinement là-dedans, c'est quoi? T'as doublé les entraînements? Qu'est-ce que ça change? J'ai pas doublé les entraînements parce que je me suis toujours entraîné 2 fois par jour, 2 à 3 fois par jour depuis, ça fait 12 ans que je fais ça. Deux entraînements, sans compter les footings. Pour moi, les footings, c'est pas un entraînement. Mais non, faut dire les choses. Mais je me suis dit, purée Alexis, t'étais vraiment un fou parce que là, quand je vois les siestes que j'envoie après mon premier entraînement, je comprends pourquoi j'étais l'ombre de moi-même pendant toutes ces années-là. Je comprends pourquoi je performais, mais là, si tu vois à quel point je rentre du premier entraînement, je suis KO. Et après, par contre, je suis bien pour le deuxième, tu vois. Mais c'est... Tu fais une sieste de combien de temps? Je conseille pas de faire ce que je fais parce que physiologiquement parlant, c'est pas ce qui est conseillé. Tu vois, on conseille aux gens de dormir quoi, 10, 15 minutes, une petite micro-sieste. Moi, je dors 2 heures, 2, 3 heures. Ouais, des fois, des comas, c'est mon corps qui me le demande. Et si je vois vraiment que mon corps n'est pas apte à aller à l'entraînement, parce que j'accepte et je dormirai encore plus parce que c'est mon petit travail. C'est mon petit travail. Je suis obligé de me préserver et de comprendre certaines choses. Donc quand tu es fatigué, que tu as fait un gros entraînement et que tu sens que tu fais pas l'entraînement. C'est très rare, ça arrive peut-être 1 à 2 fois par an. Ouais. Oui, mais c'est important tu vois, pour ceux qui... C'est important, c'est pour ça que je le dis. Ouais. C'est pour ça que je le dis, mais après... 2 fois par an, oui, ça. Non, tu vois, c'est vraiment rare, mais c'est important d'écouter son corps aussi, de faire les bons choix. S'entraîner pour s'entraîner, ça sert à rien. Quand tu vas à l'entraînement, tu sais que ton
ton moral il est pas là, que tu es à l'ouest, que ça sert à rien, tu fais de la merde clairement. Autant être heureux d'y aller, prendre. Et même les pauses. Moi, c'est les pauses ou les blessures qui m'ont fait revenir encore plus fort. Donc s'entraîner toute l'année, c'est bien. Il faut savoir pourquoi on s'entraîne aussi. Et comment tu gères ces moments off là? Parce que t'as 25 ans, donc c'est vrai que c'est un moment où ton corps, enfin t'es même pas dans ton prime physique. Comment tu gères ces moments off pour justement ne pas basculer complètement? Parce que c'est vrai qu'il y a des combattants, quand ils sont en dehors des périodes, poum. Non, non, moi, je suis un kiffeur. Hein. J'aime la vie. Franchement, je peux pas te dire le contraire. J'aime la vie. J'aime manger. J'aime sortir avec mes amis. J'aime fêter, festoyer. Mais je sais me raisonner. Je connais aussi mes objectifs. Donc, c'est possible qu'on me croise en soirée. Je me cache pas. Je me cache pas. Juste, je me respecte et je respecte ce que je fais et je respecte aussi les gens qui me suivent. J'ai pas envie que demain, sur les réseaux sociaux, des gens qui me suivent ou qui sont fans de moi apprennent des choses qui sont déplacées ou tu vois je suis plus tout seul en réalité, je suis ce que je suis, mais je revendique une image, je revendique beaucoup de choses, j'ai des partenaires qui croient en moi, donc je peux plus faire ce que je faisais quand j'étais jeune et quand j'étais pas suivi. Donc non, je profite à fond de la vie et au contraire je veux vraiment faire en sorte de profiter au maximum quand j'ai des moments off, mais tout en restant voilà, respectueux vis-à-vis de moi-même. C'est le plus important. C'est pas les gens, je m'en fous de ce que les gens disent, les médecins disent, la santé ou quoi. C'est je me respecte et à partir de là, on retourne au charbon très rapidement. Et donc là, tu es aujourd'hui champion du One Championship, mais ce qui est fou, c'est quand on regarde ta carrière, il y a moins d'un an, tu boxais à Tours, et Tours à Bangkok hyper vite, 2 combats One. Comment s'est passée la signature One Championship? Alors la signature One Championship, elle s'est passée comme je te disais en off. Je le savais déjà. En gros, c'est même pas surprenant. J'ai des archives avec mon entraîneur dans le vestiaire où on parle justement dans mes combats à Tours. On dit mais là Alexis, tape-moi ce mec-là, tape-le moi parce qu'en fait c'est même pas ton objectif, c'est pas ton niveau. Toi on sait c'est quoi ton niveau. Là toi t'aspires être champion du Glory, champion du One, champion. Et ça c'était il y a un an. C'était il y a un an. Quand j'ai signé au Mammoudi Gym avec ma team, avec mon manager Big Up Fight Management, c'était l'objectif. Il m'a dit clairement, Alexis, tu t'inscris chez nous, tu viens, tu t'entraînes, tu as un beau potentiel, mais tu fermes ta gueule et tu t'entraînes. Tu vois? Et c'est ce qui s'est passé. Aucune question, on savait où on allait. Et moi, mes choix, ils ont été orientés. Est-ce que tu préfères aller au Glory? Est-ce que tu préfères aller au One? On a discuté énormément. Et c'est pas surprenant, on a bossé pour. J'ai un manager incroyable, franchement, pour ramener un athlète aussi rapidement. 2 combats. En 2 combats au One en tout cas, mais en tout cas on a fait à peu près tous mes combats de kickboxing, on les a fait ensemble, là, les 16 combats référencés en kickboxing, parce que dans mes combats professionnels, j'ai 24 combats aussi en comptant la savate pro et savate professionnelle. Donc là, les combats pro de kickboxing référencés, on les a tous fait c'était en 2 ans. Hein. Là, c'est 2 ans de kickboxing, t'imagines, 2 ans, 16 combats, 16 victoires, je sais pas combien de KO, tu vois, c'est fort, il faut en avoir conscience. Je pense pas que c'est un manque d'humilité de le dire. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver ici. Il y a des très très forts athlètes qui n'ont pas un management au top et qui ne brilleront jamais malheureusement parce qu'ils sont dans l'ombre tout simplement et on a besoin de quelqu'un, on ne se suffit pas à soi-même, chacun son métier. T'es boxeur, accompagne-toi, sois accompagné de quelqu'un qui te manage. Ouais, mais il faut avoir cette confiance-là aussi envers le manager. Toi, c'est quelqu'un que tu connaissais déjà avant. Enfin, comment ça se passe pour te dire parce que ce combat, c'est beaucoup aussi. Hein. J'ai rencontré beaucoup de vendeurs de rêves. Forcément, souvent quand j'allais dans des salles, c'est waouh, ton high kick est incroyable, waouh, t'es trop fort. Ça m'intéresse pas, ça. Moi, on me dit pas que je suis fort, fais en sorte que je sois encore plus fort. Donc, ce que j'ai aimé, je suis allé au Mammoudi, c'est ah ouais, putain, c'est vraiment de la merde ton coup de pied, tu vois. Et c'est un peu maso de ma part, mais j'ai besoin de ça. Comment tu veux progresser si tout le monde te caresse dans le sens du poil? J'avais besoin d'un peu d'opposition. Je sais que ce club, c'est de l'élite mondiale. Et j'ai pris des roustes, entre guillemets, par des petites 16, 17 piges dans ma salle. Tu te rends compte? T'arrives, t'es champion du monde de boxe française. J'ai jamais eu la grosse tête et je compte pas l'avoir, mais t'arrives, t'es au top de ce que tu fais. Tu sais que t'es un bon boxeur, faut en avoir conscience. Mais tu viens, tu te fais taper par des petits qui ont jamais boxé en compétition. Tu dis, ah ouais, là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ouais, et la confiance, bien sûr elle est présente au sein du Mammoudi Gym. C'est un club de valeur, de respect, de foi, et c'est magnifique ce qui se passe entre nous. C'est ma famille, hein, tu vois. J'ai pas eu de figure paternelle, mais c'est comme mon père et mon oncle, Mamar et Nordine. Donc là, on se fait entièrement confiance, les yeux fermés, et on avance ensemble. Et donc la suite? La suite, forcément, maintenant qu'il y a ce chapitre 1, pour moi, j'ai fermé le chapitre 1, j'ai éteint la lumière sur la première partie de ma vie.
Et on continue, là, il y a des défenses, enfin, il y a la ceinture, je l'ai ramenée au peuple français. Et je compte bien faire en sorte qu'on en profite pendant des années. J'ai hâte de boxer, combattre. Et cette ceinture, elle est là. Si demain elle était amenée à ne plus être là, on irait la rechercher. C'est une croisade, tu vois. Je suis un chevalier et on part en guerre. Tu vois, je vais mener des batailles, faire kiffer les gens. On est là pour ça. Tu vois, je suis le gladiateur des temps modernes un petit peu. Et j'adore ce truc où les gens apprécient suivre l'aventure d'un combattant et par ses qualités sportives et ses qualités humaines. Moi, j'ai des personnes qui me suivent depuis maintenant. Du coup, je pense que j'ai Instagram depuis peut-être 7 ans. Il y a des personnes qui m'ont vu débuter. Et t'imagines la fierté, il y en a qui m'envoient des messages, ils me disent Alexis, en direct, c'est mon grand frère ou mon petit frère ou mon fils parce que je réunis tous les âges, qui a signé au One Championship. Et à chaque fois que j'annonce une nouvelle, je signe au One, et après la ceinture, et après, les gens, ils savent qu'il y a de l'actu. Ils savent qu'il y a de l'actu et qu'il va encore en avoir longtemps. Et qu'est-ce que tu penses objectivement du One Championship aujourd'hui? Est-ce que pour toi c'est la plus grosse organisation? Objectivement, bien sûr, c'est l'organisation qui regroupe les athlètes les plus incroyables du striking principalement. En MMA aussi, je sais que le niveau est topissime. Mais c'est vrai qu'en striking, moi je vais te dire quelques noms comme Shinge Zalazov, super bon. C'est la catégorie des 70 qui est vraiment incroyable. Après en MMA, quand je dis Demetrius Johnson, enfin réussir à faire venir Demetrius Johnson et plein d'autres athlètes. Bon, Marat Grigorian, même l'adversaire que j'ai battu, hein. Je dis pas ça pour m'élever, mais Rejan Hersel, c'était un monstre. Il était considéré comme l'opposant direct à Cédric Doumbé en kickboxing. Je l'ai affronté et je l'ai battu. Déjà, c'est dingue de me dire ça. Pour moi, j'en ai conscience. Mais j'en reviens pas d'un côté parce que je le voyais comme une légende, ce mec-là. Et c'est une légende. Mais je l'ai battu avec la manière. Donc, voilà, la suite, c'est de défendre la ceinture, faire kiffer les gens. Parce que moi, ça me fait kiffer. Faire kiffer ma famille, mes proches. Mes proches, tu vois, eux, c'est une aventure incroyable ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, elle est très, très simple, hein, la suite. Hein. Et, et quand tu vois que le One, ils vont aux États-Unis aussi, est-ce que c'est des choses qui t'intéressent d'aller dans d'autres disciplines aussi? Parce que au One, j'ai un peu l'impression que, pas quand t'es dans les petits papiers de l'organisation, mais en fonction de ce que tu as envie de faire, tu peux vraiment tout faire avec eux. C'est ça, déjà j'ai envie d'atteindre le rang de... Je m'en fiche d'être connu moi, mais ce que je veux c'est d'atteindre le rang de superstar française pour pouvoir être un porte-drapeau. Tu vois, je veux vraiment atteindre cette légitimité-là, de pouvoir aspirer à faire des projets, à tirer la discipline, enfin le kickboxing vers le haut et le striking et les sports de combat tout simplement. Donc forcément, ce qui me ferait plaisir, c'est de continuer à fighter, faire du sale de fou et pourquoi pas remplir un Bercy ou une grosse salle via le One Championship. Après, voyager, c'est un truc qui me fait kiffer depuis tout jeune. Hein. J'adore voyager, j'ai la chance de voyager principalement grâce à mon sport. Mais là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et pouvoir boxer aux États-Unis, pouvoir être vu. Là, j'étais en Thaïlande, je suis devenu superstar en Thaïlande. J'étais en Italie, il y avait des fans en Italie. C'est incroyable de se dire que là, je suis plus juste le petit boxeur français de Savate Boxe française qui est comme un petit peu dans un endroit un peu sectaire. Non, voilà. Tout le monde sait à peu près, en tout cas dans le milieu du striking, qui je suis et mes qualités de combattant. Et tu trouves qu'en termes on va dire, de following, de soutien en France, là, ça y est? Non, je dirais pas que ça y est, là, on est à peu près 40 000. À me suivre, je pense qu'on est près que 65 millions de Français. Donc voilà, j'espère pas avoir 65 millions de followers, mais ce serait top quand même même pour mes projets personnels, je pense que j'ai un gros message à faire passer et ça peut être bénéfique à pas mal de monde de voir en fait à quel point le travail paye et à quel point être discipliné porte ses fruits. Et les gens qui me suivent depuis le début, les nouveaux followers voient la réussite actuellement, mais les gens qui me suivent depuis le début ont vu mes échecs, ont vu par où je suis passé, ont vu par tout ce que j'ai traversé pour en arriver là. Donc là, j'ai hâte de continuer à montrer les hauts et les bas, parce que sur les réseaux sociaux, je suis très authentique et j'ai pas de mal à dire voilà, là le sparring a été dur. Là, c'est ma façon d'avoir choisi de communiquer, c'est d'être moi-même et c'est ce qui facilite aussi ma vie au quotidien, c'est que quand je rencontre des fans ou des personnes qui me suivent, je choisis pas mes mots, tu vois, je parle de la même manière et ça c'est vraiment un gros plus, je pense. Oui, non, mais effectivement, parce que c'est vrai que sur Twitter, tu réponds à tout le monde, même quand il y a des critiques et tout. J'essaie. T'aimes bien ça aussi? Parce que c'est vrai que Twitter, généralement, les gens peuvent se dire, bon, bah, c'est un peu le caniveau où là, tu vas. Toi, il n'y a pas de problème. Non, il y a un petit problème un petit problème. Twitter, c'est vrai que je suis quelqu'un de très authentique, comme je te disais,
et quand je parle, c'est avec le cœur. Tu vois, je suis moi-même. Et c'est vrai que, bon, forcément, derrière les écrans, les gens n'ont pas de filtre et c'est de la méchanceté gratuite. Et quand tu y vas comme ça, de manière assez innocente, ça devient assez compliqué à gérer. Maintenant, j'ai compris le fonctionnement. Je fais ma vie, je fais pas attention. Des fois, je réponds, mais parce que ça m'amuse. Et parce que aussi, des fois, j'ai envie de rappeler en fait, aux gens parce que ils oublient qu'on peut leur répondre, qu'on est des personnes derrière les écrans. Et un petit message, une petite piqûre de rappel, tu vois, ça les remet en place. Après, ou bien ça, c'est quitte au double, ou bien ça attise encore plus la haine. Mais non, en vrai, je suis moi-même. Je regarde les tweets de temps en temps. Je fais pas trop attention à ça. Je suis plus Instagram, Snap et Instagram, ouais. Mais ouais, les gens sont quand même assez méchants, mais ça me passe au-dessus. Ça me passe au-dessus. Ouais, ils sont assez piquants parce que c'est vrai que c'était quoi? T'avais tweeté sur Cédric Doumbé juste pour faire un big up et c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens parce que c'est ça, et je voulais juste parler de Cédric Doumbé par rapport à ça. Toi, on sent que t'as vraiment envie de faire ta propre histoire aussi. C'est ça. C'est que du coup, j'ai été pendant un bon moment très proche de Cédric Doumbé sur ces dernières années Glory, quand il a boxé contre Karim Gadji et plein d'autres combattants. J'étais son sparring partenaire et on a fait des guerres incroyables. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte du niveau qu'il avait, mais je me suis aussi rendu compte du niveau que j'avais et ça m'a mis en confiance sur pas mal de choses. Et il m'a pris clairement sous son aile. On est parti courir ensemble plein de fois. On a énormément échangé et c'était comme un passage de relais qui se faisait naturellement. Et si tu veux une anecdote, à ce moment-là, après ce sparring-là, je lui avais dit, ouais, moi mes objectifs ce serait de boxer au Glory. Il m'a dit, ouais, ce sera toi le prochain à avoir la ceinture du Glory. Et ça m'a conforté dans pas mal de choses. Je me suis dit qu'il disait pas ça à tout le monde, du moins j'espère. Mais par la suite, ça a aussi influencé mes choix de me diriger vers le One Championship. Là, il y avait toutes les plus grandes organisations du monde qui étaient intéressées par mon profil. Et j'ai choisi le One Championship parce que déjà, il y avait Elias Pamoudi qui y était. Ma team avait pas mal de filons là-bas. Et en plus de ça, parce que je voulais écrire ma propre histoire. C'est ça que l'objectif. Je voulais pas être le deuxième français champion du Glory. Je vois déjà les titres, en gros, sur le Parisien. Mais là, maintenant, je suis le premier français. Et mon titre, il avait rien de méchant ou rien d'offensant. C'était vraiment, voilà. J'ai énormément de respect pour Cédric Doumbé, mais je veux clairement écrire ma propre histoire. Quand je suis invité dans les réseaux sociaux ou sur les médias et qu'on me parle d'un autre athlète, forcément, c'est pas plaisant. Là, je viens de marquer mon histoire, je viens de faire quelque chose de légendaire. Parlez-moi de sport, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je demande. Et quand tu vois que la plupart aujourd'hui, enfin en tout cas au Glory, font les superstars, donc Cédric Doumbé, Alex Pereira font leur transition en MMA, moi je suis obligé de te la poser. Il y a un moment donné, t'as que 25 ans, le sport va être trop petit pour toi. Je sais pas si le sport va être trop petit parce que voilà, j'ai envie de boxer un bon moment quand même. J'ai peut-être 10 ans encore, tu vois, jusqu'à 35 ans, pas bien plus, mais j'ai plein de projets en tête, moi, tu vois. Je suis fan d'acting, pas de comédie, vraiment d'acting sérieux où je pleure, ou tu vois, vraiment où je fais paraître des émotions. Et t'en fais déjà ou Non, okay. Enfin, j'en fais pas officiellement. Je suis un acteur dans la vie de tous les jours, tu vois, c'est mon mood. Mais voilà, le modeling photo, j'aimerais bien être égérie de grandes marques, avancer comme ça, en fait, via le sport, en fait, créer ce que je suis et pouvoir clairement développer mes projets à côté. Parce qu'à 35 ans, je pense pas qu'on soit vieux et il y a plein de choses à faire. C'est ce qui manque, selon moi, aux boxeurs. C'est qu'on se contente juste d'être boxeur. Et on a tellement de personnalités différentes. Que ça plaise ou non, on a tellement de choses à faire et de storytelling un petit peu à créer, des histoires. Il y a des gens qui ont des histoires incroyables, des boxeurs, plein de boxeurs exceptionnels. Et j'ai vraiment envie de casser les codes et de tirer un peu tous les boxeurs vers ça. Mais du coup, pour le MMA, moi je suis au One Championship, donc déjà boxer avec des mitaines, ce serait quelque chose qui ferait kiffer, je pense, la plupart des combattants. Faudrait que je boxe en Muay Thai au One Championship. Et ce qui est bien, c'est que je vois que le clinch, ce que je maîtrise pas, n'est pas trop présent. Donc d'ici quelques temps, il y a bien moyen qu'on me voit boxer en Muay Thai, je ne sais quand. Là, j'ai envie d'être un kicker d'exception, mais je suis un mec de challenge aussi, donc pourquoi pas à l'occasion. Et le MMA, ce serait du coup la suite qui paraît plutôt logique, mais si j'y vais, j'ai envie d'y aller clairement pour être un boss dans ce que je fais. J'ai pas envie de faire kiffer la planète MMA en disant oui, j'arrive en MMA, non. Le jour où j'irai en MMA, c'est que je serai prêt, conditionné, que j'aurai déjà fait ma transition et que j'irai pour exceller comme j'ai toujours fait dans mes disciplines précédentes.
Ouais, parce qu'on voit, c'est Aguerty aussi qui va se mettre à faire du MMA, je Ah, crois. j'ai pas suivi, je sais pas. Je crois qu'il en a parlé là il y a quelques mois de ça. Parce que forcément, là, tu vois, tu parles de ce qu'il y a en dehors du sport. Tu parles de. Enfin, tu vois, il y a eu Conor McGregor Mm. là qui a fait ses débuts dans Roadhouse, donc un gros film. J'ai l'impression aussi que tous ces projets-là viennent à partir du moment où le taf est salement fait dans le sport. Parce que tu as forcément des portes qui se. Enfin, on te déroule le tapis rouge. Il y a des gens qui arrivent non. Il y a des gens qui font tout en même temps et ça devient assez compliqué pour eux parce que quand tu as la tête partout, tu peux pas l'avoir à un seul endroit de manière efficace. Jusqu'à maintenant, je me suis concentré uniquement sur le sport et je pense qu'il est temps pour moi de continuer. Je m'entraînerai toujours autant, je prioriserai toujours la boxe. Mais c'est vrai, si à côté, il peut y avoir des petits projets, tu vois, un petit Franck Gastambide qui me voit, qui aime bien ma bouille, ou tu vois, des petits trucs comme ça. C'est top. Tu vois, il y a un écosystème en fait en France qui fait que les sports de combat sont en train de monter. Il suffit que tu aies une bonne tête ou un bon profil, le fait que tu sois toi-même, que on sait pas, tu vois, là, donc à voir. Mais c'est vrai que j'ai toujours priorisé la boxe et maintenant que voilà, j'ai cette légitimité de dire que je suis le numéro un français dans ma catégorie, je pense que ça m'ouvre des portes sur pas mal d'autres projets. Et comment tu géreras le côté enfin gestion vis-à-vis des fans? Parce que les fans de sport de combat, par exemple, moi je suis fan numéro un, je te vois là, prochain film avec Franck Gaston, et je vais dire, Ouais. oh non, il est plus concentré sur le Ouais. kickboxing. Mais parler, parler. Je sais ce que je fais à côté. Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai toujours été moi-même. C'est juste que bah, vous voyez pas ma vie au quotidien. Moi, je montre ce que je veux montrer. Je montre ce que je veux montrer. Mais ce qui est dommage, c'est que. Après, voilà, j'aspire aussi à éduquer un petit peu les fans français, à leur montrer qu'on peut faire plein de choses en même temps. Mais petit à petit, voilà, c'est une question de choix. Choisir, c'est renoncer aussi. Comme ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Et c'est l'histoire de ma vie. J'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai raté énormément d'anniversaires, de mariages, de choses. Et voilà, s'orienter vers l'acting, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais voilà, moi en tout cas, sachez, chers fans, que je prioriserai toujours la boxe. Mais soyez fiers en réalité, c'est top de pouvoir. Moi, je serais fier de pouvoir avoir plein de combattants, se diversifier et être inspiré par ces gens-là. J'ai la chance de ne pas être quelqu'un de jaloux. Vraiment pas être quelqu'un de très inspiré par la réussite des autres. Donc, si je voyais beaucoup de combattants devenir acteurs, égérie, tu vois, voir des combattants français dans des grands, ou sur les Champs-Élysées, ça me ferait trop plaisir parce que je me dirais, waouh, il l'a fait et je peux y arriver aussi un jour. Et même voir faire ça, faire plaisir à la jeunesse. Donc, non, chacun kiffe sa vie comme il veut. Laissez les gens faire et après, voilà, les résultats sur le ring parlent d'eux-mêmes. Arrêtez de spéculer ou d'imaginer des choses. Et bah voilà. Et le gars qui t'a le plus inspiré pour l'instant, ou enfin, ou femme, hein, mais ou celui où tu te dis, waouh. Hum, un des combattants qui m'a le plus inspiré. Ou ça peut être une autre personnalité, hein. Non, franchement, c'est mon entourage. Pour le coup, c'est ce que je me dis, c'est que c'est mon entourage qui m'a le plus inspiré et qui m'a le plus influé dans ce que je suis. C'est que depuis tout jeune, depuis mes premiers combats, j'ai un cop de ouf. Et ils sont tous venus, toujours tous venus à mes combats dans la France entière. Un peu moins dans le monde entier parce que financièrement, forcément, c'est compliqué de pouvoir amener tout le monde là où, en Thaïlande ou quoi que ce soit. Mais en France, on retournait tout. Et c'était incroyable pour moi de pouvoir être à la fois la fierté de mes amis, mais en même temps de pouvoir être recadré entre guillemets quand il le fallait, parce que c'est important aussi de garder la tête sur les épaules, d'avoir un entourage sain. Et la part de mes amitiés, c'est des amitiés de plus de 10 ans. Et c'est ces personnes-là qui m'inspirent, cette notion de partage, cette notion de générosité, ces valeurs-là que, comme je t'ai dit, moi là-bas, j'ai grandi avec ma mère et mes frères et sœurs. J'avais pas de cousins, j'avais pas de famille, j'avais pas. Et c'est mes amis, ma famille, tu vois. Donc c'est des personnes qui m'ont inspiré et c'est leur réussite qui me fait vraiment trop plaisir. Et là, tu parlais justement du côté financier. Là, depuis cette victoire One Championship, ça a vraiment changé? Ça a changé. Moi, tu vois, j'étais un petit éducateur sportif qui aspirait à réussir. Et là, forcément, tu combats pour le One Championship, pour une prime qui est assez conséquente. Après, je roule pas sur l'or. Je suis loin de rouler sur l'or. Il y a pas mal de charges aussi, il y a pas mal de choses à gérer, ton quotidien. Donc non, je roule pas sur l'or. Ce qui m'aurait fait du bien, c'est un bonus de 50 000, voire 100 000 dollars, parce que quand tu combats pour la ceinture, les primes sont doublées. Donc ça aurait été bien que je mette un petit KO, 500 000 dollars. Crois-moi que là, ça aurait été bien plus apaisant pour moi financièrement. Maintenant, je combats pas que pour l'argent, je combats aussi pour le mérite. Je te dis ça parce qu'il y a quand même de l'argent qui rentre, hein. Je combats pas que pour le mérite parce que prendre des coups et rien construire à côté, tu vois, on n'a pas de retraite. Nous, quand tu deviens combattant, faut investir intelligemment son argent.
Mais non, c'est top ce qui m'arrive. C'est top. Et parce que oui, j'imagine que pour ton prochain combat en plus, là t'auras une prime plus grosse parce que ça y est, maintenant t'es champion, donc il y a ça aussi qui arrive. Euh, pour la suite aussi, tu parlais donc des projets où tu veux sortir du sport, mais focus évidemment sur la boxe. Comment t'expliques qu'en France aujourd'hui, le kickboxing, c'est, je peux dire moins bien qu'avant, mais il n'y a pas l'entrain, en tout cas j'ai l'impression, que celui qu'il y avait auparavant. Selon moi, pour qu'une discipline soit tirée vers le haut, elle a besoin d'une star ou d'être starifiée. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux être fier d'essayer en tout cas d'être cette personne-là qui tire la discipline vers le haut et qui donne aux médias assez d'intérêt et l'intérêt de s'intéresser à la discipline. Là, je pense que je suis en train de montrer qu'on peut être un athlète qui en a dans la tête, qui a des projets, qui n'est pas qu'un boxeur et qui a une histoire. Et, hum, et j'aimerais vraiment voilà, passer un petit big up à tous ces athlètes français. Soyez présents sur vos réseaux sociaux, soyez vous-même, faites kiffer les gens. Vous avez des gens, vous imaginez même pas l'ampleur de ce que vous pouvez créer. C'est dingue, hein, je reçois des messages. Quand je le dis, j'en reviens pas, mais je sais qu'à travers ce que je suis, tu vois, c'est dingue. Hein. Le simple fait d'être moi-même a pu changer la vie d'autres personnes. Parce que c'est des personnes qui sont en dépression, qui regardent les stories sur leur téléphone, mais qui disent ce mec il s'entraîne tous les jours. Ah ouais, mais c'est dur pour lui, il y va quand même. Parce que quand c'est dur, comme je te disais, je le dis, j'ai pas de honte à ça, c'est pas une faiblesse de dire que c'est dur. Et justement, c'est une force de parce que ça a été dur de réussir. Tu vois, c'est encore plus beau. Donc, s'il vous plaît, les boxeurs, tu vois, je suis en train d'essayer de casser les portes, de vous ouvrir la porte, comme par exemple Cédric Doumbé l'a fait, Jérôme Le Banner l'a fait. Mais j'ai vraiment envie d'être ce porte-drapeau là, mais pas pour être un porte-drapeau, pas pour être un porte-drapeau, simplement pour ouvrir les voies et donner aux autres combattants pas qu'ils me jalousent, hein, me jalousez pas, mais voilà, ayez envie de faire mieux que moi et je vous souhaite de faire mieux que moi. Et qu'est-ce qui fait que la plupart veulent partir? Enfin, En MMA. partent en MMA, ouais. Et que toi, ça fait plaisir, tu vois, t'es en mode, peut-être que, enfin, il y aura le MMA un jour, mais j'ai envie, enfin, c'est pas la priorité, tu vois. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, je suis quelqu'un d'assez têtu déjà. Et j'ai cassé les codes de la savate boxe française. La savate boxe française, c'est une discipline, on va se le dire, hein, qui est totalement ringarde. Alors que c'est la base de la discipline pied-point. Pour moi, c'est la meilleure discipline pied-point du monde. C'est ce qui m'a fait être champion du monde de K1 aujourd'hui. C'est parce que je viens de cette discipline. Sinon, j'aurais pris déjà 2-3 coups de genou dans la tête et j'aurais pris un KO au premier round. C'est mes déplacements, cette notion de toucher, ne pas être touché, avec beaucoup de travail à côté et beaucoup d'adaptation vers le K1 parce que la savate à elle seule ne suffit pas à être champion du monde de K1. Mais j'ai quand même rendu cette discipline qui paraît ringarde et méconnue, tendance et à la mode. Bon, tendance à la mode, c'est un grand mot mais parce que je suis et ce que j'ai fait, j'ai quand même pu voilà, être un porte-drapeau de cette discipline-là et là de la représenter au plus haut monde. Là en Thaïlande, il y a plein de gens qui ont découvert la savate parce que j'ai fait. Il y a plein de gens qui ont découvert la savate par mes vidéos que j'ai faites sur d'autres médias et d'autres vidéos sur YouTube. Donc j'ai envie de faire pareil avec le kickboxing. Je suis un mec, là, je suis là pour casser les codes, montrer qu'on peut être un boxeur, comme tu disais, en avoir dans la tête, kiffer s'habiller, kiffer la musique, côtoyer les beaux événements de mode, etc. Et à la fois s'entraîner, j'ai été habitué à ce train de vie. Tu vois, j'ai toujours travaillé. Hein. Moi, comme je te disais, c'était du 8h, 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 20h. Mais avant, je travaillais. Là, maintenant, mon travail, c'est de gérer ma carrière, de gérer mes rendez-vous. Et quand tu parlais des débats, justement, il y avait ce côté blessure. Il y en a une en particulier. Oui, il y en a eu une en particulier. J'ai été victime d'une rupture des ligaments croisés. Donc, rupture des ligaments croisés, tu connais, hein, mais j'ai été pro quand même. Donc, c'est un flex que j'ai de pouvoir dire ça. J'ai eu les ligaments croisés, en plus de ça, je suis pro. Donc, tu vois, c'est top. C'est une blessure qui m'a beaucoup affecté. Mais comme je t'ai dit, dans ma vie, j'ai été comme ça. J'ai eu des hauts, des bas. On m'a jamais fait de cadeau. Hein. On m'a jamais fait de cadeau. Pendant un moment, j'avais cette impression d'avoir une hype supérieure à ce que je méritais, d'être très suivi sur le réseau, alors que j'avais jamais encore rien fait vraiment. Mais c'est faux, en fait, je mérite tout ce qui m'arrive. Et cette blessure-là, elle m'a confirmé ça dans le sens où j'ai été un bosseur. Pour moi, une blessure, ça arrête quelqu'un qui a du talent, mais qui n'a pas l'habitude de bosser. Moi, c'était la continuité, c'était juste une étape sur mon passage. J'ai été blessé, maintenant on continue de bosser différemment et on revient plus fort. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il n'y a jamais de moment où tu t'es dit. Enfin. Le doute. Ouais. Bien sûr que si, tout le temps. Et c'est parce que j'ai douté que je suis revenu encore plus fort. C'est tous ces moments de doute qui m'ont fait vraiment. Qui m'ont permis de me ressourcer, de me reconcentrer sur moi-même, de faire voilà, cette introspection et de me dire voilà,
Comment tu peux douter alors que tu viens de là? À la base, t'avais rien. Là, regarde tout ce que ça t'a apporté, étape par étape. Tu peux être fier de toi, Alexis. Continue comme ça. Et bien sûr, c'est le doute qui a fait ma force. Et chaque fois que tu étais dans ces périodes-là, t'es sorti du trou seul ou il y a des gens qui étaient, enfin je sais pas, t'es un préparateur Non, mental j'ai côtoyé beaucoup de prépa mentale, enfin un prépa mental principalement via les équipes de France de Savate. Mais après, non, je pense que j'ai un mindset très 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 fort. Très très fort et c'est ce qui fait ce que je suis en dehors de l'athlète. Je pense que ma mentalité est bien plus forte que mon physique. Je pense vraiment ça. Et c'est dingue, mais je fais une dissociation entre mon esprit et mon corps. C'est-à-dire que ce que mon corps est capable de faire est incroyable parce que je le sollicite vraiment. Mais à la fois, je remercie aussi. Donc, je remercie mon corps parce que c'est dingue ce qu'il fait. Mais je remercie aussi ma mentalité parce que c'est dingue d'en arriver là et de pouvoir se dire, vas-y, Alexis, t'es fatigué, mais tu vas quand même courir le matin. T'as du poids à perdre. Tu vas, tu t'entraînes, c'est dur. Tu vas, à 10h du matin, tu vas te prendre des patates, tu vas en donner. Et je suis très reconnaissant de ce que je suis et ce que je fais. C'est dingue, hein. C'est même de la psychologie. Il faudrait que je me renseigne, que je rencontre un psychologue, je pense, par rapport à ça. Mais je pense que les athlètes ou les grands athlètes, on a tous des façons de penser bien à nous. Et on n'est pas normaux. Il n'y a aucun athlète, je pense, que tu rencontres ici qui est normal. Et tu parlais de ton mental, physiquement, t'as peut-être jamais été dans cette shape-là? Ouais, là, je suis bien. Ah. Là, je suis bien. Enfin, j'étais bien parce que là, on a mangé des bons petits gâteaux. Non, c'est vrai que j'ai fait... moi, ma préparation physique, elle s'est faite avec Smart Fight, Nicolas Haute, depuis 2 ans. Là, j'ai switché, je suis parti avec Valentino. Et c'est top parce que les deux sont complètement complémentaires. Avec Nico, j'ai énormément bossé la force. Et avec Valentino, je me suis axé plus sur un travail spé-box avec beaucoup d'explosivité et c'était parfait parce que c'est ce dont j'avais besoin pour affronter Réjean Hercel, les déplacements, tout ça. Donc c'était très 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 précis. Ma prépa était très précise et ouais, là en termes de shape, je suis au top 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 de ma forme. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Parce que moi, j'ai vu les photos au fil des ans. Je peux dire que c'est plus la même personne, mais... Je me pique. Nickel, Non, c'est... voilà, je me suis discipliné. C'est la discipline, c'est la rigueur. Je sais ce que je fais. Je connaissais l'enjeu de ce combat-là. Je pouvais pas me permettre de faire les choses différemment. Et puis aussi, je suis passé au One Championship. Ce qui se passe, c'est que là, les pesées sont hydratées. Nous, je vais l'expliquer pour les gens qui suivent. Avant, quand je boxais, je pouvais être déshydraté. Il n'y avait pas de taux d'hydratation qui était surveillé. Là, maintenant, quand je boxe, il faut que mon urine... Donc, mon urine est testée juste avant au moment de la pesée, dans un gobelet avec un petit stylo, quoi. Et il doit être hydraté. Mon urine doit être hydratée. Et du coup, pour ça, il faut que ma shape soit bien meilleure, ma perte de gras soit supérieure, de manière à ce que j'ai moins besoin de compenser par la perte d'eau. Et ce qui fait que mon physique est ce qu'il est aujourd'hui, je suis bien plus discipliné, parce que sans ça, c'est impossible de faire le poids. Ouais, ça, c'est plus ou moins pour annuler les cuttings, en gros, qui sont Ouais, mais je trouve que c'est un peu de la bêtise parce que tout le monde trouve des alternatives. Il y a quoi comme alternative? Parce que c'est vrai que... c'est notre secret, je veux pas le dire. Allez, s'il te plaît. Parce que non. c'est tellement opaque, le système du One Championship, Ouais. parce que sur le papier, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais... Voilà. Non, c'est très compliqué. Je pense que après, en réalité, bon, moi pour ma part, j'essaye d'être le plus carré possible et de pas compenser. En réalité, j'essaye de faire le poids par la perte de poids et d'être hydraté en fait au moment de la pesée, c'est d'être le plus réglo. Mais j'ai vu des athlètes vraiment qui font quand même des cuttings, qui font des trucs de fou. Et puis il y a des moments où il y en a plein qui vont louper le poids aussi. On voit ça qu'au One. C'est ça. Il y a des gens énormément qui loupent le poids. En fait, il y a peu de gens qui loupent le poids, mais il y a beaucoup de gens qui loupent le test hydrique. Et à partir du moment où tu loupes le test hydrique, en fait, tu as plusieurs essais, mais si dans la finalité, tu n'as pas fait le test hydrique, c'est mort. Si tu as validé le test hydrique et qu'après, tu ne fais pas le poids, là, tu peux boxer le lendemain. C'est leur règle. Et en fait, si jamais tu fais le poids, mais que tu as passé le test hydrique, mais que tu fais pas le poids, ils vont te faire boxer en catchweight, tu vois, en gros, dans un poids alternatif. Mais bien sûr, financièrement, tu vois, on est censé être professionnel. Hein. Ouais. Donc, il y a des compensations financières. Et nous, pour ma part, j'ai fait 2 pesées que j'ai réussi à la perfection et ça va continuer comme ça. Hein. Donc, on fait comment alors?
pour allez, On fait comment? Non, en réalité, moi je peux pas te dire les secrets. Moi je peux pas te dire les secrets, hein. Moi, un secret c'est fait pour être gardé. Et non, à ce niveau-là, je garde ça pour moi. On va devoir s'y mettre du coup. Ah, essaye, franchement essaye, et tu me diras, je te demanderai ton secret à toi. Okay. Non, parce qu'il y a aussi tout ce truc du... Je sais pas si c'est toujours autorisé les intraveineuses au One Championship. Il y en a pas mal qui le font. S'il y en a qui se transfusent des vitamines, etc. Après, pour ma part, j'en ai pas spécialement besoin. Donc, toi, il y aurait une solution, enfin pas miracle, mais tu vois, parce que d'un côté, il y a ce qui se passe au ONE FC, de l'autre côté, il y a ce qui se passe à l'UFC aussi, où c'est dingue. Que les mecs perdent 9 kilos, c'est peut-être pas le bon... Idéalement, toi, t'aimerais quoi? Non, ça c'est trop tard. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Non, il n'y a pas de retour en arrière. D'être pesé au côté, parce que je me disais, sinon le truc, c'est tu fais une pesée par mois, tu vois. Le truc, ouais, mais le truc, c'est qu'on veut la performance, non? Et pour moi, c'est vrai que tant qu'un athlète est performant, laissez-le être performant en réalité. Enfin, pour ma part, hein, moi, ça me dérange pas de boxer un mec qui. Tant mieux pour lui, hein. Franchement, s'il doit faire 20 kilos de plus que moi sur le ring et qui me met des patates de forain, tant mieux pour lui, c'est sa stratégie. Après, c'est sa santé à lui aussi. Mais non, c'est compliqué à gérer. Je pense que là, c'est déjà trop tard parce que c'est ancré dans les mœurs déjà depuis un petit moment et que ça, je pense que ça ferait pas mal perdre en performance. Et ce qui est en train de se passer, c'est que là, on est en plein essor et les sports de combat sont au top de l'actualité mondiale et française en plus. Donc là, ce qu'on veut, c'est des athlètes performants, alors laissez-les performer. Et pour le volley One Championship aussi, il y a cette question, bah toi t'es français, donc il y a la FLD. Le One Championship, il y a certains spécimens, on se dit qu'il n'y a pas trop de contrôle. Comment tu vis ça, toi? Bah, j'ai rien eu à faire pour l'instant. En fait, je le vis même pas mal. Si demain la FLD doit venir, qui me teste, hein, teste. Dans le sens plus de dire, toi t'es obligé, enfin moi j'ai comment je peux dire que je suis contre le... Oui, bien sûr, on est contre le dopage. Je suis contre le dopage, mais tu vois, quand t'es au One ou au Rising, je suis en mode, bah, toi, comme t'es français, tu dois être hyper carré. Alors que les mecs que tu vas affronter, tu sais qu'ils peuvent se permettre... ouais, c'est pareil, je vais me piquer au travail. En vrai, moi, je suis quelqu'un de challenge. C'est vrai que c'est un peu injuste, mais tu vois, quand tu viens d'un quartier, quand tu viens des bas-fonds de Paris, t'as été habitué à l'injustice, tu sais que ton statut fera qui tu seras. Et j'ai été habitué à ça, ça me pose pas de soucis. S'il est dopé, et en plus de ça, je le tape, tant pis pour lui. Et puis s'il a besoin d'être dopé pour me battre, bah tant mieux pour lui. Donc moi, je suis pas là à regarder les autres, je regarde ce que je fais. Et voilà, on s'entraîne 2 fois plus dur. Hein. Pour le coup, je suis vraiment piqué au travail. Et moi, voilà, tout à l'heure, tu me demandes aussi des personnes qui m'inspirent. Moi, c'est Saladin Parnasse. C'est un tueur à gages, c'est un ami à moi, on se connaît très très bien. Et c'est un gros bosseur. Et voilà, il y a beaucoup de spéculations autour de lui qui se dope. Et ben non, on travaille. Ah oui, non, tu vois on travaille. Donc voilà, c'est le boulot. Et on a ça dans le sang. Et tu disais, tu viens d'un quartier. Est-ce que là, aujourd'hui, on va dire, la rue t'a quitté là, avec. Elle va jamais me quitter. La rue va jamais me quitter. Après, bon, je suis pas un bandit. Hein. Je suis pas un bandit. Grâce à mon éducation et comme je te disais, moi, ma mère, elle voulait pas que je sorte trop. Donc, j'ai grandi avec tous ces bandits-là, mais j'ai réussi à garder le cap et c'est la boxe qui m'a sauvé pour le coup. J'ai pas eu besoin de reconnaissance par la violence extérieure ou quoi. C'est le sport qui m'a apporté tout ça. Donc, non, ça va jamais me quitter, mais pour une bonne raison, c'est que j'aspire à sortir tous ces jeunes. Après, je suis pas, je suis pas un prophète ou je suis pas. Mais c'est vrai que j'aspire à pouvoir faire passer un message, de réussite, travailler, et même pouvoir au sein de la mairie du 20e arrondissement leur dire voilà, des petits jeunes qui n'ont pas grand-chose, qui ne payent pas une mine, peuvent faire de grandes choses. Et c'est ce message que je veux porter, je vais essayer de tirer tout le monde vers le haut avec moi dans ma réussite. Donc jamais je vais quitter le quartier parce que c'est d'où je viens, et je pense que la jeunesse a besoin de moi. Et voilà, ça c'est une grande fierté pour moi de venir d'en bas. Et quand je te dis ça, c'est parce que la question que je pose généralement après, c'est quoi? C'est quand ta dernière bagarre en dehors d'un ring? Ma dernière bagarre, tu sais qu'elle date d'il y a peut-être 2 ans, avant mon premier combat de kickboxing. Je suis pas un bagarreur, je déteste la violence. C'est paradoxal, mais si je peux résoudre la violence vraiment par les mots, je préfère vraiment, tu vois, me mettre un peu plus bas. Et j'ai pas ce problème d'ego, tu vois. Et par contre, quand ça touche à ma famille, mes amis, là, c'est mort. C'est mort. Mais quand ça me concerne directement, j'ai aucun ego à ce niveau-là, j'en ai rien à faire. Parce que je sais ce que je vaux. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, je courais, j'allais partir à Londres pour mon premier combat au Muay Thai Grand Prix. Et là, un tarté me bouscule, en gros, je suis en train de courir sur le trottoir. Il était en groupe, il me bouscule sur le trottoir.
En fait, je commence à courir. Et moi, tu vois, j'étais dans mon mood, j'écoutais ma musique, je savais où j'allais. Le lendemain, je partais à Londres, je courais, il m'a poussé. Et là, je me retourne, carrément, je lui fais un geste de la main, je dis, t'es un malade. Il me dit, viens, je vais te niquer ta. Il y a des bips où. Oh non, il n'y a pas de bip. Je vais te niquer ta mère et Oh, tout. oui. Je lui dis, non, c'est pas possible. Et moi, tu vois, j'étais en régime, en perte de poids. Je vais vers lui, j'arme la patate et je lui envoie une patate. Mais j'ai frappé dans son front, je me suis tué la main. Je boxais le lendemain. 2 jours après, je lui ai mis une patate, je me suis tué la main. Il arrive vers moi en fait. Et quand ils ont vu ce qui s'est passé, j'avais un petit kawaii savate, c'est mon kawaii que je mets. J'ai mon petit kawaii savate. Oh non, c'est un boxeur. Et il recourt vers moi, je lui mets high kick. Non. J'ai voulu lui mettre high kick, j'ai glissé. J'ai voulu glisser. Il y avait mon AirPod par terre, j'ai pris mon AirPod. Mais ils ont vu que c'était chaud pour eux. J'ai reparti en courant. Mais le high kick qu'ils le prenaient, t'as vu plusieurs de mes high kicks, le jambe gauche, le jambe droite. Là, j'ai voulu mettre le high kick. Oh là là. Et j'ai glissé. Mais c'est une bonne anecdote, tu vois. Oui, mais j'ai fait le combat. C'est bien que t'aies glissé, par contre. Tant mieux pour moi, tant mieux pour lui. Mais non, c'est qu'il y a. Et je déteste la violence. Là, je te raconte ça, mais franchement, on sait pas, tu vois. Là, j'aurais pu faire ça. Il avait un couteau sur lui. Il me plante ou. Tu vois, ça va trop vite. Et je suis vraiment pas comme ça. Là, c'était voilà, des circonstances atténuantes. J'étais en perte de poids, j'étais assoiffé. C'est pas ma faute. Et finalement, ça s'est bien passé le combat aussi. Non, voilà, tout s'est bien passé. J'ai mis KO avec la droite, justement. Et toute dernière question, ta relation avec justement le footing, la course physique, c'est pas un entraînement, ça fait partie intégrante de ta vie aussi. C'est un moment pour toi. C'est ça. Moi, je cours énormément. C'est pas quelque chose que je préconise aux gens. Comme je disais, moi, mon corps, il l'accepte et j'ai pas de blessure, donc je peux me le permettre. Mais c'est vrai que les footings, c'est une thérapie pour moi. C'est depuis très jeune. Des fois, j'étais posé dans mon lit comme ça, je regardais le plafond. J'avais des moments de doute et je partais courir. Comme ça, à minuit, 1h, 2, 3h du matin. Il n'y avait pas d'heure. Et je courais, sans raison, sans but. Je voulais pas forcément perdre du poids. Après, forcément, avec la gestion du poids aussi, c'était l'alternative idéale. Mais je sais que quand j'étais pas très bien, je partais courir et mon retour se faisait vraiment ressourcé. Je revenais de mon footing ressourcé, en phase avec moi-même. Je comprenais pourquoi je le faisais. Parce que j'ai un rapport aussi à la musique particulier. J'adore la musique. J'écoute énormément de musique, énormément de rappeurs français, américains, et enfin tout type de musique. Hein. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines paroles qui me parlent énormément. À chaque entrée, quand je rentre sur le ring, c'est avec des musiques avec lesquelles j'ai couru avant dans ma prépa. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Donc, ce footing-là, c'est vraiment une thérapie pour moi. Je me parle à moi-même. Il y a des moments vraiment d'euphorie. Des fois, comme dans Rocky, hein, je lève les mains. Bon, pas quand il y a des gens autour de moi, mais c'est dingue. Tu vois, c'est vraiment... Comme je t'ai dit, je pense vraiment que je suis un tarté. Hein. Je pense vraiment que je suis un fou. Et que pour atteindre ce niveau-là de sportif, faut être fou. Tu peux pas... On est différent de tout le monde. Tu peux pas être comme tout le monde quand tu vas sur le ring et que tu mets des patates aux gens, que t'en prends et que t'as une telle visibilité et que t'arrives à gérer cette pression. Je pense pas que quelqu'un de normal puisse le faire. Monsieur, merci beaucoup. Au plaisir. Mais évidemment, c'était la première. Moi, pour l'anecdote, je vous suis depuis longtemps. Hein. Je vous suis depuis longtemps. Et c'est vrai que voilà, on a attendu avant d'être vu. Mais bon. Mais c'est ça, fallait attendre le bon moment. Parce que c'est toujours le. Enfin, on en parlait avec Alex il n'y a pas longtemps. C'est le truc, et puis c'est bien qu'on en parle là. Moi, je suis traumatisé. Mais vraiment traumatisé. On est tous les deux traumatisés. Parce que. Je ne vais pas dire qu'on a une responsabilité, mais tu vois, mettre en avant les combattants peut-être un peu trop tôt. Ça nous est arrivé quelques fois. Et c'est vrai que tu peux avoir des attentes et tout. Et moi, je me dis toujours, qu'est-ce qui peut se passer ? Bien sûr. Imaginons, tout a bien été, là, on est dans un multivers et tout. Tu te fais mettre KO au premier round, genou terminé. Ça, c'est horrible. Parce que tu sais que les gens qui te découvrent via ça, ils auraient dit ouais, les mecs, vous nous avez hypé un gars, machin. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, on est vraiment en mode, pareil pour, tu vois, Patrick Abirora, on l'a eu la première fois après sa victoire au championnat du monde. Bon, voilà, c'est fait. T'as toujours des gars qui vont clasher, qui vont dire ouais, mais t'as fait ce que t'avais à faire, et puis là, nouveau chapitre de ta carrière. Non, c'est long. Moi, vraiment, on a fait quelques fois des trucs peut-être un peu trop tôt. Et quand ça se passe pas bien sportivement, tu vois, nous on continue avec les contenus, mais c'est vrai que pour l'athlète c'est un peu dur parce qu'il, tu sais, jusqu'à son prochain combat, tu vas avoir aussi ce truc-là. Après, je pense, juste pour vous, hein, tu vois, je pense pas que c'est quelque chose qui relève de votre responsabilité à vous. Je pense que c'est aux athlètes de réussir à gérer cette pression. C'est très compliqué, mais voilà, les médias sont là pour faire parler des gens les plus connus et des moins connus. C'est pas une leçon de morale que je suis en train de faire, au contraire, ou une réprimande. Mais
je pense que cette responsabilité, elle vous appartient pas. En gros, c'est aux athlètes de savoir gérer cette pression et d'assurer à côté. Moi, en ce moment, voilà, ça fait parler de moi. Parce que toi, voilà, on a l'impression oui, que t'es le meilleur, là. Non, le moi d'aujourd'hui, c'est le même moi qu'il y a 5 ans, il y a 5 ou 10 ans. Tu vois, là, je pense qu'il y a 10 ans ou il y a 5 ans, je t'aurais parlé avec un peu plus de retenue, un peu moins de ce sens de la légitimité, tu vois, parce que j'aurais été un peu plus dans j'aimerais, je voudrais, mais pas en fait pour pas qu'on prenne mon ambition pour de la prétention, tu vois. Là, maintenant que c'est fait, je peux le dire les choses et personne peut me reprocher ça. Mais ouais, en vrai, moi, c'est vrai que ça m'aurait... Bon, c'est pas un reproche, mais ça m'aurait fait plaisir d'être mis en avant il y a quelques temps déjà, parce que je pense que je performais déjà. Et puis, ça m'aurait fait plaisir aussi que vous puissiez suivre cette ascension, tu vois, de la salopette de boxe française au short. Même dans l'histoire, ça aurait été... Mais maintenant que les choses sont faites, je suis comme ça, je relativise et on est là. Et voilà, on va faire kiffer les gens et ça va leur permettre de suivre un peu mon aventure déjà d'avant. Mais oui, mais c'est surtout, en plus, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que, bon, on devrait être comme toi. On devrait faire comme toi. On devrait faire comme Alexis Nicolas, je te le dis tout le temps. Non, on devrait faire comme toi. C'est qu'en fait, tu te concentres sur le positif. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, moi, je sais qu'en particulier, je me dis toujours, qu'est-ce que les gens qui peuvent mal interpréter ça vont se dire. Et que si on te suit, imaginons, si on t'avait suivi depuis, on serait dit, si on te suit toi, pourquoi est-ce qu'on suit pas les autres? Et c'est vrai aussi. Et c'est à chaque fois ça. Parce que, tu sais, on va sortir, et c'est souvent ce que les gens font. Peut-être à raison, c'est si on suit un gars qui est très jeune et malheureusement le résultat sportif ne suit pas, ils vont pouvoir dire, bah vous avez suivi ce gars, mais pourquoi vous n'avez pas suivi l'autre gars qui était à 4-0 c'est le rôle d'un média, hein. C'est le rôle d'un média d'assumer ses choix. C'est bon ça. Et pour répondre sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que depuis tout jeune, je pense que, je suis une bonne oreille pour mes amis aussi parce que j'arrive à relativiser beaucoup. Et c'est quelque chose qui me fait du bien même à moi-même. Mais depuis tout jeune, j'ai relativisé énormément sur toutes les situations de mes amis et j'arrive à tirer le positif de même des situations qui sont presque dramatiques. Donc, tu vois, c'est ça. C'est important. Et comme tu le dis, ce qui est important aussi pour nous, c'est le faire à fond. Et puis, toi, c'est hyper intéressant, c'est le storytelling, en fait. Parce que faire une interview juste pour faire une interview, bon bah voilà, là moi j'ai passé un très bon moment avec toi. Réciproquement. Formidable. Réciproquement. Donc tu vois, c'est de se dire et aussi... j'ai pas tout dit. Et il a pas tout dit. C'est qu'à chaque fois, tu vois, c'est de se dire, bah quand les gens ils vont regarder, ils vont découvrir, ils vont se dire, bah, voilà, comme tu as dit, il y a 40 000 personnes, on vise les 65 millions d'ici 2 ans qui vont te suivre. Bah voilà, là les gens ils vont écouter, ils vont se dire, bah il faut que je regarde son prochain combat. C'est ça, après, bon... On peut pas plaire à tout le monde. Dans cette interview, il y aura des gens qui vont critiquer, des gens qui vont pas apprécier mon petit pull. Et peu importe. C'est quoi la critique qui vient le plus pour toi? Le truc que les gens disent le plus? Non, je pense pas avoir tant de critiques. Mais voilà, des fois c'est simplement physique. Hein. On n'aime pas le fait que je sois noir ou arabe, tout simplement. Et que je m'appelle Alexis Nicolas. Ça plaît pas forcément. Il y a vraiment ça? Vraiment. Et c'est dur, hein, même des fois, même pour mes proches. Des fois, ils lisent les messages, ils disent Alexis, c'est dur. Et ils me voient en fait sortir de chez moi avec le sourire et je m'en tape complètement. Vous pouvez critiquer autant que vous voulez, je suis ce que je suis. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est ma phrase qui me fait avancer. Donc non, je pense qu'il y a pas mal de petites critiques. Mais franchement, il y a tellement de positifs aussi que... Enfin, il y a, je pense, 70-80% de positifs et 20% de négatifs. Comment est-ce que tu veux que je me concentre sur ça? Ben voilà, bah surtout que maintenant, il a tout. Il a tout, ce monsieur.